Dans l'épisode du jour, on parle du Norseman. Ce nom vous fait peut-être penser à un triathlon pas comme les autres, et vous auriez raison. Des eaux glacées, un départ impressionnant depuis un bateau au large des côtes norvégiennes, et cette fameuse quête du t-shirt noir réservée aux 160 premiers athlètes à passer le cut à quelques kilomètres de l'arrivée. Mais en réalité, qu'est-ce que ça représente vraiment de participer à une telle course? Comment on s'y prépare et qu'est-ce qui attend les athlètes une fois sur place? Aujourd'hui, on a la chance de recevoir trois athlètes français qui ont participé à la dernière édition du Norseman. Ils sont accompagnés de Brice Maillard, leur coordinateur et leur ange gardien sur cette épreuve. Et ensemble, ils vont nous raconter les coulisses de cette aventure, de la prépa au moment fort de la course le jour J. On va voir ce que ça veut dire de participer à un tel défi, ce que ça demande physiquement et mentalement, et quels conseils ils peuvent vous donner après l'avoir vécu. Alors le Norseman, il est vraiment à la hauteur de sa réputation? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui entre rêve et réalité. Juste avant de démarrer cet épisode, un petit point sur l'actu et la quatrième manche des Lindals Pro Plus Triathlon Série qui a eu lieu ce week-end à Quiberon. Côté homme, c'est Dorian Coninx qui a remporté l'épreuve individuelle, qui marque un joli retour en force après les JO de Paris. Et chez les femmes, la victoire est revenue à Sandra Daudet de Poissy Triathlon également. Au classement des clubs, c'est serré et tout se décidera chez les hommes comme chez les femmes lors de la dernière étape qui aura lieu samedi à Saint-Jean-de-Mont. Et enfin, puisqu'on est en période de rentrée, c'est aussi la période de prendre ou de reprendre sa licence. Et si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre de licence dans un club près de chez vous, sachez qu'on ouvre pour la deuxième saison consécutive les inscriptions au club Open Tree, un club dans lequel on réunit des athlètes des quatre coins de la France et parfois même un peu au-delà, dans lequel on propose une licence qui vous permet de participer à toutes les épreuves organisées par la FF3 et de rejoindre un groupe à distance d'athlètes motivés de tout niveau, motivés à courir sous les mêmes couleurs. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description et sur opentree.fr/leclub. Et maintenant, place à l'épisode du jour. On plonge dans le froid du Norseman avec nos invités et Hermano au micro. C'est de faire un épisode justement sur le débrief du Norseman pour vous, les Français qui y étaient présents. Effectivement, ce ne sera pas avec la totalité des Français, mais déjà avec vous. L'idée, ça va être déjà de vous laisser, au fur et à mesure, je vous tendrai le micro, mais pour que vous vous présentiez. On commencera quand même par l'instigateur de cette réunion et que je remercie fortement, Monsieur Maillard. Donc toi, tu sais déjà comment ça se passe sur le podcast parce que tu es déjà passé il y a quelques semaines. Mais voilà, l'idée, ce sera que chacun à votre tour, vous vous présentiez. Je ne serai pas gentleman, mais je te donnerai d'abord la parole à toi, Brice, et puis après, on laissera Valérie parler, puis après, les messieurs, vous choisirez le sens dans lequel vous voulez prendre la parole. Et puis oui, revenir sur, après, à tour de rôle, sur votre ressenti, votre sensation à chacune et chacun d'entre vous. Comment est-ce que vous appréhendiez la course avant de commencer à parler avec Brice? Comment est-ce que vous l'avez appréhendé quelques heures avant, comment vous l'avez vécu, et puis quelques jours après, qu'est-ce qu'il en est, comment vous vous sentez, et est-ce que si on vous proposait de remettre le couvert, est-ce que vous y retourneriez? Ça vous va comme programme? C'est top, Hermano, c'est super. On est super content de replonger avec toi dans le Norseman. C'est un vrai plaisir parce que au-delà de toi, il y a toute une communauté de devenir triathlète et Open X3. Très content de vous retrouver, vous tous, derrière vos écouteurs ou devant votre écran. Donc voilà, toujours Brice, toujours 40 ans, triathlète et grand sourire aux lèvres, comme vous le voyez, la barbe a un Et peu toujours pris. cheveux longs? Ah ouais, cheveux longs, barbe qui a un peu pris, mais ça c'est le retour de la Norvège en mode viking. J'ai pas encore eu le temps de passer voir un coiffeur et à barber, mais ça ne saurait tarder. Que dire, édition 2023 encore fantastique, 2024 fantastique. En fait, je suis resté en 2023. La dernière fois que je l'ai fait, mon esprit n'a pas réussi à passer ça. 2024 fantastique aussi. Fantastique pour plein de raisons, parce que ça a été une belle épreuve. Les conditions météo ont été bien plus clémentes que ce qu'on pouvait espérer. Alors, quand je dis clémente,
attention, hein, ça ne veut pas dire que le Norseman est devenu quelque chose de facile. Ça Non, mais reste Clément en toujours. Norvège. Voilà, c'est Clément en Norvège, c'est-à-dire que ils ont eu de la chance, ils ne sont pas retrouvés à avoir de la pluie ou un vent à me faire dresser les cheveux à l'horizontale pendant 6 heures. Donc ça, c'est plutôt Clément, on va dire. Néanmoins, ils ont eu des conditions météo qui étaient compliquées, avec certaines fois du vent sur le vélo bien de face qui vous empêche d'avancer, des températures un peu caniculaires sur la course à pied. Donc au final, ils ont été ceux qui transpiraient le plus et donc ils n'étaient pas de se couvrir. Et après, en montant, comme d'habitude, c'est le grand principe du Norseman. Dès que tu commences à monter sur la partie course à pied, tu te retrouves avec des conditions météo compliquées et c'est vrai qu'à partir du finisher numéro 100, 120, les conditions météo étaient bien compliquées et personne avait froid. Donc, comment te résumer cette épreuve de 2024? La semaine a été encore fantastique. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de retrouver toute cette atmosphère du Norseman, quelque chose de très familial, où on accompagne les gens, où on les accompagne dans leur expérience et dans leurs rêves. Je crois que j'ai vu énormément de sourires avant la course, énormément de sourires après la course. Pendant la course, ça grinçait un peu plus, hein, c'était compliqué, il fallait quand même les faire, hein, ces kilomètres, mais c'était bien, c'est une vraie petite famille qui accompagne tout le monde avec des belles petites histoires. C'était aussi ma première fois à rencontrer en physique tout le groupe de francophones que j'ai accompagné pendant un peu plus de 9 mois jusqu'à l'épreuve, donc ça m'a fait énormément de bien, parce qu'on parle avec des gens derrière une visio, on leur répond par WhatsApp, on se soucie d'eux, et puis au final, on se rend compte que ils sont faits comme toi et moi, de chair et d'os, de sensations, de grands sourires, d'appréhension, et c'était très rigolo, hein, et ça prouve que j'étais à ma place cette année en 2024. C'est que quand il y a eu le briefing de course qui est obligatoire la veille de la course, il y a 4 coins dans la pièce qui sont utilisés et les dernières petites précisions dans les 4 langues majeures, c'est-à-dire le norvégien, l'anglais, l'allemand et le français. Et j'ai eu la chance d'avoir encore le coin français qui était le plus où il y avait le plus de monde. Voilà. Et j'avais un énorme public qui venait me voir juste pour qu'on puisse discuter, puis pour avoir les dernières précisions et s'assurer que tout allait bien se passer. Au niveau de l'épreuve en tant que telle, pour tous les participants, ça s'est plutôt bien passé. On a eu entre 5 et 10 abandons, j'ai plus de mémoire. Pas mal sur la partie natation. La partie natation a été compliquée cette année, hein. On a eu des temps 1h30, 1h45, des personnes terminant en 2 heures. Elle a été très longue. Il y a une raison purement pratique pour ça. Ils ont changé de parcours, il y avait du dénivelé, non? C'est ça? Exactement. Non, en fait, c'est le principe des marées. Alors, on a Thibaut qui est notre breton du coin, donc il connaît bien, mais voilà, il y a eu un changement. La marée était avec eux au départ, et puis si tu passais pas ta natation autour des 1h, 1h10, 1h15, tu te retrouvais à être un peu contre le courant. Et donc, ça a été un peu compliqué pour un certain nombre. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes. J'étais à T1 pour m'occuper des vérifications de sécurité avant le départ à vélo. Alors, T1, transition numéro 1 entre natation et vélo. Évidemment, notre audience, ce sont principalement des triathlètes, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, je vais essayer parfois de simplifier ou d'expliquer les abréviations si vous en dites. Tu as bien raison, et il y a une petite particularité dans la transition numéro 1, et c'est pour ça que j'y étais, hein, c'est que au Norseman, la nudité accidentelle n'est pas éliminatoire. Donc tu m'étonnes, moi j'étais bien placé pour regarder tous ces gens qui étaient en train de grelotter, vouloir mettre un nouveau cuissard de course ou un maillot. Non, et c'est là où tu vois véritablement la force du Norseman avec ce côté accompagnateur, parce que tu vois des athlètes qui sortent au bout d'1h30, 1h45, qui sont frigorifiés, qui sont complètement débousselés, parce que 1h et demie avant, ils sautaient du ferry, ils étaient dans la
pénombre et puis ils se retrouvent avec le petit jour. Et là, ils doivent monter sur leur vélo. Il est où dans le parc à vélo? Tu as 250 vélos et pourtant les personnes n'arrivent pas à le trouver. Ils savent pas où est leur sac, où est leur pied droit, leur pied gauche et autres. Et le support est là pour les aider à se réchauffer, à les sécher avec une serviette, à changer de vêtements. Et tu vois tout l'amour, tout le soutien, toute l'humanité qu'il peut y avoir dans les regards à ce moment-là entre l'accompagnateur, son support et l'athlète, parce qu'il sait très bien, l'athlète, que sans cette personne qui est à côté de lui, sans cette chaleur qui le regarde, ben, impossible de monter sur le vélo pour aller faire 180 km. Donc, Tu parlais de nudité accidentelle et puis du support et de la chaleur, tu as employé ce terme chaleur. Est-ce que le support a le droit de réchauffer l'athlète et de lui faire un câlin bien chaud avant qu'il monte sur le vélo? Le câlin et le petit bisou, ça devrait être obligatoire dans tous les triathlons. Et au Norseman, il y en a beaucoup qui, grâce à ça, arrivent à continuer. Et quand je parle de nudité accidentelle, il y a un truc qui était marrant. À un moment donné, je vois une athlète qui a besoin de se changer et puis qui est un peu gênée parce que, bon, même si c'est accidentel, il y a un peu d'intimité. Et je commence à crier aux spectateurs, hey, on regarde tous vers derrière, on la laisse tranquille pour pouvoir se changer. Ça a bien fait rigoler, tout le monde a détourné les yeux, elle a pu changer tranquillement. Et c'est comme ça, c'est un esprit famille, on essaye de soutenir et de faire attention. Sur le vélo, les choses étaient plutôt bien. Seul point marrant à noter, qui va arriver dans l'actualité en Norvège, on avait une grosse année de couverture média par les médias norvégiens. En particulier, on a des influenceurs norvégiens sur les réseaux sociaux qui ont participé à l'épreuve, des gens qui étaient vraiment lambda, pas de grosses pratiques sportives. Et donc, tu voyais des cohortes de moto avec caméra en train de suivre ces athlètes. Donc, ça faisait des petits bouchons. C'était un peu embêtant, mais ça montre l'intérêt pour cette épreuve, en particulier en Norvège, et beaucoup de soutien sur la route. Les personnes qui sont présentes vont te le raconter, mais il y a un truc qui est quand même assez fantastique. Moi, j'ai roulé en voiture pendant 4 heures pour pouvoir aller de la partie natation jusqu'à la partie course à pied. Et pendant ces 4 heures, sur le bord de la route, alors qu'on est au milieu de nulle part, où il y a vraiment très peu de personnes qui vivent, tu te retrouves à peu près toutes les 10-20 minutes en voiture. Donc en vélo, tu vas être sur une demi-heure, 40 minutes, à voir des gens qui sont dans leur jardin, sur leur chaise longue, avec leur drapeau norvégien, en train de te crier Eya, 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 ce qui veut dire allez, allez, allez. Et tout le monde sourit, des klaxons et autres. Et donc, même si tu es au milieu de nulle part, même si l'épreuve n'arrive qu'une fois par an et que c'est 250 personnes avec leur voiture support qui suivent, eh ben, les gens sont autour, soutiennent et il y a une vraie ambiance. C'est assez fou à imaginer, mais c'est le cas. Et sur Le la Tour de France de Norvège. Ah bah, c'est exactement ça, hein. Alors, on n'a pas le droit de jouer au general manager et puis de filer le bidon par la fenêtre, mais en dehors de ça, l'ambiance est à peu près la même. Et ils ont fait tous ensemble la montée d'Immingsfjeld, qui est la dernière grosse montée sur le vélo au niveau du 140e kilomètre. Et dans cette montée où il faisait bien chaud, hein, j'ai vu des gens qui étaient bien en sueur en train de monter, hein, l'Alpe d'Huez, un jour de canicule. Sur les différents virages et en tout cas à l'arrivée, l'ambiance est assez énorme et c'est vrai que pour terminer tes 40 derniers kilomètres, quand tu as ce petit coup de boost que tu vois toutes les personnes autour, ça fait du bien. Et ils te le diront encore mieux que moi, hein, quand tu vois pendant toute la journée les mêmes supports, les mêmes familles, les mêmes numéros qui sont présents et qui, tu les connaissais pas encore la veille et qui sont là à te supporter, à t'encourager, c'est quelque chose qui devient vraiment un sentiment d'humanité partagée fantastique. Et la partie course à pied est arrivée, partie course à pied, comme je disais, très compliquée parce que chaud cette année. Et il en reste pas moins que c'est le moment donné où les discussions fonctionnent parce que pendant les 25 premiers kilomètres, tu vas vite, essayes de te débrouiller, de te ravitailler. Mais quand tu arrives sur Zombie Hill, j'ai fait en sorte d'attendre les différents Français sur Zombie Hill pour leur donner un mot d'encouragement à chacun. Et là, tu vois des petits groupes qui se forment, des discussions qui se passent parce que on est entre la course, le ralenti et la pause, hein. Et donc les gens échangent, partagent, des grands sourires. Tout le monde sait que l'arrivée est pas loin et tout le monde sait qu'ils ont fait le même voyage et c'est assez beau.
Donc voilà, grand moment. Et dernier point pour terminer sur ma présentation, le lendemain, le dimanche, quand les t-shirts ont été distribués, j'ai encore le plaisir et l'honneur d'avoir été le seul à avoir créé un groupe, le groupe France, groupe francophone. On est les seuls à s'être réunis à 25 athlètes pour prendre une photo de groupe. Il y a la photo de groupe officielle, où là, les 250 présents, mais la seule nationalité qui s'est vraiment réunie et qui a montré une vraie cohésion, et ça a fait vraiment plaisir à l'organisation du Norseman, c'était les Français. Donc l'année prochaine, j'y retourne, je réaccompagne la prochaine promo, je serai de nouveau présent sur place dans l'organisation parce qu'ils ont beaucoup aimé ce que j'ai fait pour la France. Ils apprécient énormément ça, ils sont très contents du ressenti aussi des athlètes qui ont beaucoup apprécié cet accompagnement. Voilà, le Norseman et la France, c'est une histoire qui avait besoin d'un traducteur. Je suis devenu ce traducteur et à mon avis, c'est une histoire d'amour qui va ne pas s'arrêter de grandir. Merci Brice. Alors c'est marrant parce que tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied. J'ai même pas fait l'intro du podcast, mais c'est pas grave. Allez, on y va. C'est un épisode spécial, c'est un débrief et ça fait toujours plaisir. On le rappelle, toi tu étais passé dans le podcast sur l'épisode 401 pendant les vacances cette année et toi tu as fait le Norseman il y a quelques années et puis maintenant depuis que tu l'as fait, tu as décidé effectivement de fédérer un petit peu cette communauté francophone et puis de les abreuver de tes bons conseils, de les accompagner. Puis justement on leur posera la question de comment ça s'est passé. C'est peut-être le moment de régler des comptes. Je te propose de faire le passage de micro à Valérie, qui est la seule femme du groupe aujourd'hui. Est-ce que tu étais la seule femme, d'ailleurs, Valérie, la seule femme française ou francophone sur le Norseman cette année? Non, pas du tout. Il y en avait plusieurs. Je n'ai pas le compte exact. Ça, peut-être que Brice plutôt l'aurait. Mais je pense qu'il devait y avoir au moins 3 ou 4 autres nanas aussi françaises. Okay. Je vous propose de vous présenter. Alors Brice, c'est un peu, lui s'était déjà présenté dans tout un épisode, mais je vous propose de vous présenter déjà en donnant votre nom, votre prénom et puis l'endroit où vous résidez, où vous entraînez habituellement. Comme ça permet aussi de situer un peu chacune et chacun. Et puis comme je le disais, les questions auxquelles je vous propose de répondre. Comment vous appréhendiez le Norseman avant d'être qualifié, pendant la préparation, quelques heures avant, et puis après comment vous avez vécu votre épreuve. Ça vous va? Eh ben vas-y Valérie, c'est à toi. Ok, alors du coup, moi c'est Valérie. Je vis à New York depuis février 2022. Donc je m'entraîne dans Central Park. Central Park, c'est comme Zwift, mais dans la vraie vie. Sympa. D'ailleurs, si je ne m'abuse, tu travailles à l'ASG. L'occasion de faire un petit coucou aux collègues hommes et femmes et puis aux membres de l'UASG, l'Union Athlétique Société Générale. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui nous écoutent. Donc, on vous fait coucou. Et puis, il faudra qu'on parle en off, Valérie. Il faut que je te vende l'UASG, il faut que tu ailles les voir. Ok. Et alors, moi, c'est encore un peu tôt chez moi. Donc, j'ai écouté ce que tu m'as dit avant, mais j'ai oublié dans quel ordre tu voulais que je te réponde. Écoute, déjà peut-être comment est-ce que tu appréhendais le Norseman avant de te qualifier? Pourquoi cette folie? Et puis comment s'est passée la préparation? Ok, alors le Norseman, je ne sais pas trop comment les gens connaissent de manière générale, mais moi je connais parce que j'ai vu ça à la télé. Donc j'ai vu ça à la télé il y a un paquet d'années. Le fameux reportage Intérieur Sport de Canal+. Ouais. Et je faisais pas du tout de sport à l'époque et je sais pas, sauter du ferry, ça avait l'air génial. Donc bref, j'ai vu ça. Je faisais toujours pas de triathlon. À un moment, j'ai fini par m'y mettre quand je vivais à Hong Kong. Donc j'étais à Hong Kong avant de venir à New York. Et puis je sais pas, je commence à voir dans des newsletters, oui, inscrivez-vous pour avoir une chance de machin, etc. Bref, donc je me dis, bon, c'est une loterie, on s'inscrit. À un moment, il y avait des challenges en ligne, il me semble, pour avoir plus de chance, etc. Bref, je tente. Et après, je me suis dit, en fait, c'est quand même pas mal de le faire pour de vrai. Donc, je vais tenter la loterie. Et comme c'est super dur à avoir, je vais tenter la loterie chaque année. Et puis, je finirai par l'avoir dans 10 ans. Dans 10 ans, je serai prête. Et en fait, je l'avais un peu plus tôt prévu. Et je me suis dit, bon, je vais le faire. Du coup, ça allait dans mon calendrier. En vrai, j'étais aussi inscrite à ROF, qui devait être mon premier longue distance, Excel. Donc, du coup, j'ai annulé ROF, je l'ai reporté à l'année suivante. Et je me suis dit, bon, le Norseman, on y va. On y va. Voilà. Et voilà, pour la préparation, au début, on se dit, ça va, parce qu'on apprend assez tôt qu'on est pris. Donc, on se dit, bon, j'ai quasiment un an, large, très large.
Et puis d'un ça devient de moins en moins large. Et donc moi, l'entraînement, c'est Central Park, donc c'est plat de chez plat. C'est une boucle de 10 km. Et du coup, pour s'entraîner, ce que je fais, c'est que le week-end, je sors de New York. Je vais sur un endroit qui s'appelle la 9W. C'est en fait une espèce de départemental. Donc c'est pas le truc le plus excitant du monde. Mais en fait, je savais qu'en faisant ça, ça allait être un peu chiant, un peu pénible. Mais que par contre, le jour de la course, ça allait être super beau. Et je me disais, en fait, c'est un peu comme du Zwift. C'est pas super fun. C'est bon, sauf que moi, je fais du Zwift, mais dehors, quoi. Mais par contre, le jour de la course, ça va être génial. Ça va être génial, ça va être trop beau. J'avais vraiment, vraiment hâte d'y être. Et c'était marrant parce qu'en fait, quand je m'entraînais, donc j'ai des amis triathlètes, mais j'en ai d'autres qui sont pas forcément triathlètes, mais qui font d'autres sports, qui font par exemple de la course à pied. J'ai beaucoup d'amis coureurs à New York. Et donc, du coup, ils voyaient mes entraînements sur Strava, ils me disaient, mais tu fais quoi en fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas fatigué, comment tu tiens, etc. Et chaque semaine, ils me demandaient, ils me disaient, OK, alors du coup, cette semaine, tu fais quoi? Ce week-end, c'est quoi ton programme? Et c'était assez marrant parce que les gens étaient encore plus à fond dans le programme d'entraînement que moi, finalement. Enfin, voilà, c'était assez marrant. Et du coup, là, depuis que je suis rentrée, tout le monde me demande comment ça s'est passé, quels étaient les points forts, les points moins bien peut-être, etc. C'est assez marrant. Des questions auxquelles tu peux répondre, comme ça la prochaine fois tu leur envoies l'épisode. Et s'ils sont pas francophones, on le traduira, t'inquiète. Super. Et la préparation, justement, comment est-ce que tu as géré ça? Tu t'es préparée toute seule? Tu t'es attaché les services d'un coach? C'est Brice qui faisait office de coach? Comment ça s'est passé? Alors, au début, je m'étais dit, je vais le faire à la débrouille. C'est-à-dire qu'en fait, je nage déjà dans un club avec les Masters. J'ai un club de running où on fait déjà des easy, des intervalles et des long runs. Et je fais du vélo avec des potes 2 fois par semaine. Et après, je me suis dit, bon, en fait, c'est peut-être mieux de s'entraîner pour de vrai. Donc, j'ai demandé à un ami de me coacher, en fait, qui est donc un triathlète aussi et qui offre des services de coaching. Et l'avantage, c'est que comme il était à New York à un moment, du coup, il sait bien où je m'entraîne, il connaît aussi les personnes avec qui je m'entraîne, donc très personnalisé, avec un suivi en fait de semaine en semaine. Tous les dimanches, j'ai mon programme avec l'explication un peu de quel est le focus de la semaine et aussi adapté en fonction du ressenti. Et le but, c'était donc de voir comment je me sentais pendant les premiers mois pour ensuite accélérer et vraiment être prête le jour de la course. Long story short, je me suis blessée mi-avril. J'ai fait une chute hyper bête en courant, même pas à vélo. Et je me suis Les cassé chutes, c'est toujours bête. Hein. C'est toujours bête. Le bon vieux petit coup de pied tu te blesses l'orteil contre la table ou des trucs comme ça qui t'empêchent de courir. Ça, c'est la veille de course en général. C'est ça, ouais. Mais ouais, donc en fait, je me suis cassé le poignet et un os là, ici. Donc j'ai une vis. Donc j'ai une vis dans la main depuis mai. Et en fait, du coup, ça a dû décaler mon training parce que j'avais un plâtre à l'ancienne où je pouvais rien faire. Je pouvais pas nager, je pouvais pas courir, je pouvais pas me mettre sur un vélo. Donc ça a un peu tout décalé. Donc j'ai fait un entraînement express. Et c'est là où en fait pour moi ça a été important d'avoir un coach parce que si c'était moi, j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais essayé de tout rattraper et de juste aller à fond et de finalement m'épuiser. Et donc là, d'avoir un coach vraiment pour un suivi très très précis de mai jusqu'à la veille de la course, ça m'a aidé. Ouais. Cool, super. On reviendra peut-être après, on va faire le tour de tout le monde, tu reviendras après justement sur comment s'est passée la course et puis quelques jours après. Allez, je vais vous prendre dans l'ordre d'affichage sur mon écran. Thibaut, je te tends le micro. Ouais. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Ok. Moi, Thibaut, je suis breton. En général, on dit que les Bretons disent qu'ils sont Bretons au bout de très court, donc je le dis tout de suite. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais voilà. T'inquiète, moi je suis normand, je m'en fous de Mont-Saint-Michel. Voilà. Je suis d'une commune qui s'appelle Pléneuf-Valandré, dans le nord de la Bretagne, et je fais du triathlon depuis un peu plus de 10 ans. Et le Norseman direct, ça a été un truc que j'ai vu effectivement aussi dans cet Attaur Sport. C'est vraiment tous leurs reportages sont dingues, mais celui-là, vu que je faisais du tri, il m'a touché particulièrement.
Et je m'étais toujours dit, de toute façon, il faut que je fasse un jour ce truc-là. Et donc, pareil, je me suis inscrit depuis pas mal d'années. Et j'ai sauté, il y a une année, j'ai sauté, je sais pas pourquoi. Du coup, on perd toutes ces. Enfin, bref, il y a un cumul d'inscriptions qu'on peut avoir. Enfin, bref, je m'en voulais. Et c'est cette année, en fait, je m'y attendais le moins. Et j'ai fait une année quasi blanche en 2023. Beaucoup de prise de poids, pas mal de stress, etc. Donc, j'ai fait j'étais vraiment sur une année pas du tout sportive. Et pour moi, c'était un vrai signe d'être pris là. J'ai pris ça comme un signe du destin. Et donc là, je me suis mis tout. On dit souvent qu'il y a des piliers entre voilà, la famille, le travail, et les hobbies. Et là, clairement, le hobby a pris un espace fort tout en privilégiant la famille. Donc, c'est vrai que j'ai fait une année où j'ai pas mal de choses à côté aussi. Et voilà, ça a été la priorité, voilà, notamment sur tous les à côté. Je me suis mis à faire du pilates énormément. Des massages, plus de renfort que je faisais avant. J'ai pris un coach qui avait déjà fait le Norseman, Maxime Picot, qui était sorti de l'eau premier, un Breton aussi, qui avait fait un super Norseman en 2000, je sais plus, 19 ou un truc comme ça, qui avait fini dans les 20. Et vu que Ça, je c'est un autre connaissais. truc de Breton. Ils sont assez fiers et ils se reconnaissent entre eux. Non, mais en fait, je le connais un peu à côté et je trouvais ça cool d'avoir quelqu'un, en fait, en plus d'avoir tous les conseils de Brice, d'avoir quelqu'un qui l'avait déjà fait, ce qui me rassurait vachement par rapport à. On peut avoir tendance à surestimer les choses. Et il me disait toujours, attends, mais enfin voilà, sur pas mal de trucs, il me disait, il m'a rassuré sur pas mal de trucs. Et voilà, moi j'ai fait du triathlon pendant pas mal d'années. J'ai commencé par être organisateur d'un triathlon, d'ailleurs qui est dans 15 jours, enfin je sais pas quand ce sera diffusé, mais c'est mi-septembre, je fais un peu de pub, mais c'est un super triathlon à Pléneuf-Valandré, un week-end de triathlon d'ailleurs. Et puis après, en fait, ça me manquait trop de continuer à me faire des objectifs comme ça, donc j'ai recontinué à faire du tri. J'avais fait Alcatraz aussi à San Francisco, qui ressemble un peu dans le où on saute d'un bateau, on saute on n'est pas loin de la prison, donc il y a ce côté un peu. Mais voilà, le Norseman, moi, c'était un rêve. Et quand j'étais tiré au sort, je dis bah voilà, trop bien. Et ça s'est passé comme dans un rêve. Et moi, le truc numéro un de tout, c'est que le lendemain, à la petite boutique où il reste des trucs à acheter, du Norseman, des goodies, etc. Je suis assez, comme on dit, superstitieux, donc j'achète jamais rien avant. Et donc j'ai acheté le lendemain et ma femme qui était là, Amélie, a voulu acheter un mug aussi pour elle. C'est une connerie, hein. Mais pour moi, c'est tout le symbole du truc. C'est que d'habitude, quand on fait des courses comme ça, voilà, le truc limite, elle m'attend à l'extérieur, elle me dit voilà, ce truc-là. Et là, elle a voulu prendre un truc pour elle. Et voilà, pour moi, c'est tout le truc. C'est-à-dire que on a fini ensemble, on a monté le truc ensemble. Mine de rien, les 5 derniers kilomètres, quand on a le t-shirt noir, même si on pense que. Je sais pas pourquoi, pour moi, c'était fini. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au 37e kilomètre du marathon, c'était gagné. Voilà, on s'est pris dans les bras parce qu'on était trois, moi, ma femme et mon meilleur pote qui habite à Oslo. Donc, c'était aussi l'occasion de le voir et de passer du temps avec lui. Oslo en Bretagne. Et en fait, Oslo, Oslo. Et donc, on a fait les 5 derniers kilomètres avec la pluie, le vent, voilà, autour de la 100e position, comme disait Brice. Donc là, ça commençait à devenir vraiment hard. Et les 3 derniers kilomètres, c'était très, très, très dur pour tout le monde. Sauf mon pote, quand même, Antoine d'Oslo, qui avait encore les jambes, parce que forcément, il n'avait pas fait tout ce qu'il y avait avant, mais il avait les jambes. Au final, je suis arrivé en haut, j'ai attendu Amélie pendant 1 ou 2 minutes, elle est arrivée après. Donc au final, c'est elle. Enfin voilà, c'était fou quoi. Et d'habitude où tout est très perso, je trouve que vraiment le truc qui sort de cette course-là. Après, ça dépend comment on le fait, hein, mais nous, on avait choisi cette option d'aller à deux plus, voilà. Ben c'est vraiment collectif quoi. Et vraiment, moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est que ce soit sur les transitions, comme dit Brice. On sort de l'eau, on est un peu dans le gaz. Amélie, elle me dit c'est là, elle m'accompagnait au truc. Tiens, mais ça, je lui avais dit avant en fait de me dire ce que je devais faire, parce qu'en fait, on est tellement des fois pas lucide. Non, t'avais dit que tu mettais tes gants, mets tes gants, enfin des trucs comme ça. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, pour moi, c'est ce qui ressort de plus de cette course, c'est le côté collectif qui est fou quoi. On est une team et puis même eux, ils se prennent au jeu, c'est-à-dire qu'ils me disaient allez. Lâche pas. Bon, j'avoue qu'on était quand même un peu surtout mon pote, là, il était vachement sur cette histoire de classement. Du coup, il me disait, il passait autant à me dire les places, les machins. C'était marrant. C'était marrant. Et notamment Yannick, je me rappelle, parce que Yannick, en fait, était pas loin de nous. Et des fois, il me disait, allez, il est pas loin.
Et enfin voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un côté, en fait, c'est un gros triathlon dans l'orga, dans la répute et tout ça. Mais au final, c'est comme si c'était le triathlon du Val-André, notamment. Souvent, on est 300 au départ. Donc en fait, rapidement, on commence à voir tout le monde, à reconnaître des gens, reconnaître les staffs. Enfin voilà, c'est vraiment une course qui est dingue. Et ouais, je pense que, à mon avis, je vais remettre mon nom dans le truc. On sait jamais. Mais je dis pas ça pour tous les triathlons, mais celui-là, franchement, je me vois bien un jour le refaire. Ouais. Ouais. C'est le Northman ou quand tu l'as fait une fois après, tu peux le refaire quand tu veux? Ah non, non. Non? Non, non, non. Et c'est bien d'ailleurs, je trouve que ce soit. Mhm. Faut que ça reste. Voilà, chacun son tour. Ouais, le concept du tirage au sort est quand même important. Alors maintenant, il y a cette possibilité avec les points X3 de pouvoir avoir l'une des 100 places qualificatives via les points X3. Mais il en reste pas moins que pour avoir des points X3, il faut faire d'autres triathlons extrêmes. Donc ça, c'est un gros budget. Donc la voie quand même royale reste le tirage au sort. Et c'est vrai que là, toutes les personnes que tu as autour de l'écran, mais celles qui ont participé, même les anciens, ce qu'elles ont en commun, c'est ce côté complètement par hasard. Et maintenant, c'est par hasard, mais par contre, c'est pour le reste de notre vie qu'on est lié par cette histoire. Et c'est fou. Ouais. Merci Thibaut. Yannick, à ton tour de boucler la boucle, puisque aujourd'hui vous êtes que 3. Raconte-nous tout. Ouais, bonjour à tous, moi c'est Yannick Quentin, donc j'habite en Franche-Comté, je suis franc-comtois d'adoption parce que j'ai longtemps habité aussi en Bretagne, dans le Finistère, et en 98 mes parents ont déménagé à Belfort, donc maintenant je suis bien installé ici. Je fais du triathlon depuis fait une première saison en 2005. Mais je suis plutôt cycliste à la base, donc quand je me suis un peu blessé au genou, ben, j'ai dit je refais plutôt que du vélo, et puis j'ai refait quelques années de vélo pour revenir au triathlon quelques années après. Et moi, j'y suis allé direct. Je voulais faire Embrun. Ça faisait partie. J'ai vu. J'étais en vacances une fois en 2005. J'ai vu ces gens faire ce truc de fou là, et j'ai dit ça, je veux faire un jour. Donc 2017, je fais un half à Belfort, qui est assez dur parce il y a le ballon d'Alsace à monter sur la partie vélo. Et puis l'année d'après, je me suis inscrit à Embrun, et c'est sorti d'Embrun où fait, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Quel est ton prochain objectif? Et j'ai mis début octobre une pièce dans le tirage au sort du Northman. Je me souviens plus bien comment j'ai eu connaissance du Northman. Le Intérieur Sport, je l'ai vu il y a pas très longtemps en vrai. Je pense que ça doit être les vidéos YouTube qui nous proposent au fur et à mesure de nos visions. Voilà. Donc première tentative échouée. Après il y a eu Covid, ils n'ont pas remis de tirage au sort tout de suite pour 2021. Et puis les années passant, je m'y attendais. Je remettais tous les ans une pièce dans le tirage au sort. Et puis cette année, j'ai été tiré au sort. Pour moi, ça a été un peu particulier parce que même frustrant, la découverte de mon nom dans la liste des chanceux, parce que j'ai pas compris tout de suite que j'avais été tiré au sort, et j'ai cru même à un moment que j'avais passé mon tour, c'est-à-dire que j'avais passé la date pour valider le slot. Et là, gros mouvement gros sentiment de frustration, parce que je me suis dit, voilà, t'as loupé, t'as pas regardé tes mails. Enfin voilà, c'était un peu frustrant. Bon, finalement, le lundi, je comprends que en recevant le mail où il y avait un lien pour aller payer, là, je me dis bon, là, c'est que je peux encore, je peux encore valider mon slot. Et du coup, derrière. Ouais, on est à 9 mois de l'objectif. On se dit bon, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça y est, ça vient maintenant. Il faut se préparer. Donc moi, me connaissant un petit peu après parce que j'ai fait Embrun, puis en 2022 j'avais fait le full à Aix. Me connaissant un petit peu, je savais qu'est-ce que j'avais besoin de faire, et je savais aussi que il fallait pas que je sois 100% focus sur l'objectif. Pour garder un peu de distance par rapport à la préparation, pour éviter de trop en faire, de se blesser. Enfin, il y avait plein de choses que je voulais éviter. Du coup, j'ai demandé à mon employeur si je pouvais me mettre à 60%.
Donc ça a été une chance parce que ils ont accepté. Et puis du coup, et mes collègues aussi, un grand merci à eux parce qu'ils ont pris une part de la charge, de ma charge de travail pendant 6 mois. Et du coup, ça m'a permis de gérer la vie perso, la vie pro et la préparation au Norseman de façon 100% sereine. En tout cas, c'est ce que je croyais, parce qu'il y a quand même pas mal de stress. Et heureusement que Brice était là. Alors, avoir du temps pour faire les choses, c'est une chose, mais c'est vrai qu'il y a tellement à regarder pour le Norseman. Moi, c'était la première fois que j'allais à un triathlon où il fallait emmener le vélo dans un avion, parce que j'avais décidé de prendre l'avion. Déjà rien que ça, enfin, je me suis dit, ouais, alors Brice nous a filé plein de conseils, le AirTag pour pas perdre pour savoir toujours où est le vélo dans l'avion, enfin, des choses comme ça. Mais c'est plein d'autres choses qui font que c'est moi qui aime tout blinder, être sûr que tout va se passer, d'avoir tout checké avant l'épreuve. Ben, là, c'était compliqué parce que j'avais pas mal d'inconnus. Pour la petite histoire, quand j'ai rechecké la voiture que j'avais louée en arrivant, je me suis aperçu que je m'étais trompé d'agence Hertz. J'avais choisi celle qui était dans Oslo et pas qui était pas à l'aéroport d'Oslo. Donc je me suis retrouvé bien bête avec mon boucher là, à dire je viens chercher une voiture à Oslo aéroport et en fait c'est l'agence du centre-ville à Oslo. Donc ouais, des petites choses comme ça qui vous font monter un petit peu l'adrénaline parce que c'est une course qui est particulière, parce que c'est pas en France, parce que c'est pas comme un triathlon classique, quoi. Et puis donc ça c'est grâce à Brice qu'il y a plein de petites choses comme ça qui ont permis de prendre du recul et avoir les bonnes infos et chercher au bon endroit, quoi. Après, sportivement, bah, j'ai fait deux halfs pour me préparer. J'ai fait le 73 à Aix et au Sable d'Olonne. Donc, pour me dire, bah voilà, il faut un petit peu tester le matériel, être sûr que voilà, la combi, la cagoule, ouais, ça a été aussi tout un très différent des autres épreuves parce que on se dit ouais, on va nager, ouais, t'es capable de nager 4 bornes en piscine, mais à 15 degrés, comment ton corps y réagit et bon, à Belfort, on a de la chance, on a du frais très longtemps dans l'année. Donc jusqu'au mois de mai, du 15 degrés dans l'eau, j'arrivais facilement à trouver, ça c'était pas trop le souci. Mais il a fallu quand même plusieurs essais pour le matériel au niveau natation notamment. Et puis et en fait sur les courses de préparation, j'ai eu la chance d'être qualifié pour les finales à Topo en Nouvelle-Zélande. À la dernière épreuve qualificative, donc au sable. Et en fait, je parle de ça parce que aujourd'hui, ben, contrairement aux 2 derniers Ironman que j'avais fait, où derrière il y a effectivement ce petit moment de déprime ou ce moment où on n'a plus rien envie de faire. Là, moi, je me suis tout de suite remis à la planche parce que ben, le mois de décembre, Topo, ça arrive dans 3 mois. Et en fait, je suis hyper motivé enfin, là, je refais des séances quotidiennes. Maintenant, j'ai pris un coach aussi parce que jusque-là, je m'étais fait un petit peu mes plans tout seul. Le vélo, bon ben, je viens du vélo, donc je connais un petit peu. Je fais mes sorties longues. Natation, je connais pas trop, mais voilà, et comme j'ai aussi vu que j'avais fait quelques erreurs, je me suis dit bon, maintenant, c'est un peu sérieux là. T'as tes galons de triathlète maintenant, en brun, Norseman. T'es plus un cycliste qui fait de la course à pied et de la natation, tu es a priori quand même un triathlète. Donc, il faut faire ça maintenant de façon un peu plus sérieuse. Et du coup, ben voilà, là, je me suis lancé. Merci Alexis d'ailleurs, qui a aussi fait Alexis Sicard, qui a aussi fait le Norseman, de m'avoir mis en relation avec un certain Hervé F pour le coaching. Et ça va démarrer semaine prochaine. Je vois pas de qui tu parles. RVF, FAURE, c'est ça? Ouais, c'est ça. Coucou à lui. Super disponible d'ailleurs. Ça va être une belle collaboration, je pense. Et voilà, donc après, prépa, tout s'est bien passé. Finalement, je suis arrivé sur place. Tout s'est déroulé vraiment. Il n'y a pas eu d'accro. Vraiment, ça, voilà. Puis après, découverte du parcours, tout ça. J'ai eu la chance de reconnaître le parcours en vélo, en voiture 2 jours avant. Là, ça m'a mis quand même un petit moment de doute parce que Zombie, je le voyais pas du tout comme ça. Je m'étais pas fait à l'idée qu'on allait monter du 10%. Donc, quand je me suis entraîné dans le ballon d'Alsace à 6%, je me suis dit, ouais, ça court facile, ça passe, quoi.
Mais dans du 10, à mon niveau, on court pas. Donc, d'un côté, ça m'a inquiété parce que je me suis dit, mais on va jamais arriver au bout de cette montagne. Et d'un autre côté, je me suis dit, bon, bah, finalement, à mon niveau, tout le monde devrait courir. Donc, tu cours 25 bornes et puis après, tu marches et puis ça devrait bien se passer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, sauf que, bon, petit typo dans Zombie, j'ai un peu tourné de l'œil, mais j'ai quand même réussi toujours à avancer. Et, voilà, ça a été un peu le moment de doute à la Roco. Et puis de la peur un peu aussi en arrivant dans le fjord, parce que moi, les Vosges, c'est vallonné, on va dire. Mais quand on a des pentes abruptes comme ça, on se dit, mais non, voilà, pour moi, c'était impressionnant. Et j'ai mis 2-3 jours à me dire, non, mais finalement, tu vas nager dans de l'eau. C'est de l'eau d'un fjord, certes, il y a des grandes montagnes à côté, ok, mais tu vas rester dans les pieds de quelqu'un et ça va pas être différent d'une nage en eau libre habituelle, quoi. Donc, on doit se raisonner et puis on doit aller un petit peu face à des peurs qui surviennent comme ça quelques jours avant parce qu'on est dans un milieu inconnu et qu'on perd un peu nos repères, quoi. Ouais, merci Yannick. Tu parlais de Belfort, punaise, ça me renvoie en 2009, championnat de France longue distance. Pour le coup, il faisait pas si frais que ça hein, quand j'y étais, le 6 juin. C'était l'année de la canicule. Je me suis entraîné, il faisait 40 degrés quasiment de février à juin et j'arrive à Belfort. L'eau était à 20 degrés, ouais, mais par contre dehors il faisait 9 degrés. Il faut dire que j'avais pas envie d'enlever le néo pour monter sur le vélo. Mais bon, voilà, c'est les joies du triathlon. Super. Je vous propose qu'on refasse un petit tour, comme on a fait tout à l'heure. On commence par Valérie. Peut-être déjà la question toute simple. Comment est-ce que tu as découvert Brice et comment est-ce qu'il t'a pris en charge? Enfin, en charge, qui t'a conseillé? Alors, je regarde pas toujours mes emails, mais là, j'avais regardé mes emails. Et en fait, il me semble que c'est le Norseman, l'organisation du Norseman qui nous a écrit pour demander si on était d'accord en fait de rejoindre un groupe et donc de partager nos contacts. Et du coup, je me suis dit, bah oui, moi je connais personne et puis j'aime bien de manière générale échanger et aider. Donc, si quelqu'un veut bien aider aussi en général, enfin, je pense qu'on a un peu le même état d'esprit, la même manière de fonctionner. Donc, je me suis dit, bah ok, cool, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai appelé Brice. Pareil pour vous, Thibaut, Yannick? Ouais, moi c'était enfin pour moi c'était un package quoi. Enfin, il a pris en... non mais il a pris en main tous les Français et en fait dès la première visio, enfin moi ça me paraissait, enfin voilà on était dedans et puis euh, après il y en a peut-être qu'on sautait une ou deux visios parce que voilà mais après en plus il y avait un récap donc on pouvait les reprendre en replay. Enfin franchement et puis questions ouais ça permettait vraiment. Et je dirais même que à mon avis, je sais pas ce que Brice il en pense, mais je pense qu'il prend il prend ceinture et bretelles sur tous les critères. Et nous, ça nous permet du coup d'être au max de tous les trucs qu'on pourrait éventuellement, que ce soit au niveau règlement, au niveau tenue, etc. On n'avait pas de mauvaise surprise. Malgré ça, j'avais quand même pas de gants sur les 3 derniers kilomètres. Quand il faisait, on grelottait. Je dis comment on a pu autant de visio, autant de trucs, autant de sacs vérifiés de tout. Et là, j'ai pas de gants. J'ai pas de gants, bah, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça reste, ouais. Là, vraiment, enfin, je pense qu'il n'y a aucune autre nationalité qui est autant au taquet sur ben, le règlement. Quand on commence la course, on sait tout ce qui peut se passer, ce qui peut mal se passer, les trucs à faire, à pas faire. Franchement, non, là, c'est vraiment c'est un sacré avantage pour nous. Ouais. Attends, bouge pas, il m'a dit que pour les années prochaines, il m'a dit en off qu'après, il préparait les biberons pour les prochains. Donc, comme ça, vous avez juste à rien penser, juste nager, rouler, courir. Yannick, pareil, c'est par l'entremise du Norseman qui t'a mis en contact avec Brice? Je sais plus trop. Non, peut-être tu m'avais contacté peut-être Brice sur les réseaux, peut-être sur Facebook ou Insta, je sais plus. Mais il me semble pas. Ouais, c'est venu en double en fait. Je pense que c'est venu par après la proposition par mail. Mais on est assez vite rentré en contact. Alors au début, je t'avoue, Brice, je me suis demandé qu'est-ce qu'il voulait me vendre euh, au départ. Au tout départ, après, ça s'est vite dissipé, mais quand quelqu'un vous contacte pour réunir des gens et puis faire, je me dit, bon, soit c'est une âme, un bienfaiteur, ce qu'il est, soit c'est un commercial qui veut nous vendre un truc et il va vite être reçu. Mais non, en fait, c'est bien, c'est bien de bon cœur
et de façon altruiste qui fait ça, quoi. Merci d'avoir précisé parce que justement, j'allais le faire. On rappelle quand même que Brice, il fait ça de manière bénévole, volontaire et il gagne pas d'argent. Alors après, je sais pas en off si vous fait pas faire un petit chèque sous la contrainte en menaçant de pas vous rendre le vélo, ça vous me le direz, mais mais il me semble que tout est bénévole. Non, alors Alors, ce qui est quand même intéressant quand même, c'était, si je peux me permettre, c'est que Brice a proposé un guide avant la course qui venait en complément du guide officiel, mais un guide en français et avec hyper complet et notamment, moi je me rappelle la veille de la course faire le point avec mes deux supports. Amélie et Antoine, et en fait on était tous les trois autour de la table, et en fait j'ai pris le papier de Brice sur notamment sur la partie vélo du premier au 180e kilomètre, et en gros il y avait écrit ravito conseillé là là là. Je dis on se prend pas la tête, hein. On se met là 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 là, et c'était simple pour eux, ils étaient dans la voiture, ils avaient le papier, ça, ce genre de truc, et ça pour le coup ils nous demandaient de participer pour ce truc là s'il y en a qui le voulaient ou de le voulaient pas, voilà. Et moi, j'ai pris ça et ça me paraissait complètement normal de le rémunérer, parce que c'est des heures de travail quand je vois le document que c'est, voilà. Et ça m'a bien servi. Donc voilà, sur ce point-là, voilà, Je te rejoins là-dessus. Ce document, il est hyper utile. Ça t'enlève une énorme charge mentale. Tu vois, quand tu t'entraînes, tu dois réfléchir à plein de choses. Déjà, tu as dû trouver ton support. Pour qui c'était peut-être plus facile que d'autres, mais c'est compliqué. Il faut les faire venir, etc. Après, il faut leur expliquer. Si jamais ils font pas de triathlon, il faut que tu leur expliques en plus comment c'est les transitions. Tu dois leur expliquer c'est quoi ta combi, etc. Enfin, plein de choses. Et toi, tu penses pas forcément à tout. Et là, en fait, il y avait la checklist. C'était parfait. Mon support a adoré. D'ailleurs, Nakim et Mathias sont venus voir Brice à la fin le chercher, en fait, après la course pour lui dire merci. Parce que eux, ça leur a enlevé aussi énormément de stress, en fait. Et moi, ils ont suivi donc, les points se comptaient pour le ravito. C'était hyper simple à suivre. Donc, voilà, merci. Tu nous le remontres à l'écran parce qu'en fait, après, à l'enregistrement, quand ça passe sur YouTube, c'est que la personne qui parle qui est mise en avant. Donc, comme c'est toi qui parles, je vais pas tout montrer parce que c'est beaucoup de contenu, mais je vais donner un peu une idée. Ah, mais je suis floutée. Ouais, mais c'est pas grave, c'était pour avoir un petit peu avoir une idée. Mais ouais, donc, non, c'était vraiment apprécié de tous. Merci beaucoup. Bah oui, c'est en fait, pour faire simple, je les ai accompagnés et pendant toute l'année, ça a été complètement sans question d'argent. Et puis à un moment donné, quand on était vraiment à quelques encablures du départ, je me suis rendu compte qu'il manquait un élément important. C'est-à-dire que j'aurais partagé beaucoup d'informations à eux. Il y allait y avoir une visio avec leur support, mais je me rendais compte qu'il y avait un moment donné sacré qui n'était pas encore suffisamment clair et qui était compliqué parce que je l'avais vécu à 2 reprises, moi, lors de mes 2 participations. C'est comment on fait vraiment pour briefer ces supports? Parce que tu as beau avoir tout l'amour du monde, tu as beau avoir des gens fantastiques et autres, il y a un moment donné où il faut se mettre face à face et se dire, voilà, pratiquement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et à quel moment. Et pour pouvoir faire ça, j'ai bossé pendant 20 heures, un peu plus de 20 heures pour préparer le document, pour avoir quelque chose qui aide l'athlète à expliquer à son support comment ça allait se passer. Et donc, oui, j'ai demandé une petite contribution avec véritablement pas l'objectif de gagner de l'argent, mais juste l'objectif de couvrir une petite fraction de mes frais en Norvège et aussi pour justifier auprès de ma compagne que je passais 30 heures à bosser sur le Norseman. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Mais je suis très content que ça leur ait été utile. Pour être vraiment honnête, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est le fait qu'ils soient tous arrivés au bout. On a eu une personne qui, dans les derniers moments et autres, a abandonné pendant la course. L'un des athlètes, lors de la course à pied, voilà, il n'a pas été. Mais en dehors de ça, tous ceux que j'ai accompagnés et qui ont pris le début de la course ont été au bout et ont terminé avec un dossard, avec pas de problème de santé, avec des supports qui étaient contents, avec pas de gros drames. Bon, il y a un athlète qui a eu difficulté sur son arrivée au cut-off à la montagne.
sans nul doute quelque chose qu'il faudra que j'explique encore mieux l'année prochaine, mais tout s'est bien passé et que des bons souvenirs. C'est ça le plus important, que les gens vivent une belle expérience, parce que là, tu vois, les personnes que tu as autour de la visio, ce qui est assez fantastique, c'est que c'est des triathlètes comme vous tous, là, vous qui écoutez le podcast, vous qui le regardez, on est exactement comme vous, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de doutes, on se demande toujours si on fait vraiment partie du monde du triathlon et autres. On a une histoire qui est, oui, on a fait des choses exceptionnelles, mais bon, on sait très bien qu'il y a des gens qui feront bien mieux que nous et autres. Par contre, on a juste envie de vivre notre passion avec amour et grand plaisir et le partager. Et on le voit, hein, généralement, le Norseman, c'est à un moment donné, c'est un catalyseur. Vous attendez pour le réaliser, vous le faites, et après, bah, il y a des grandes choses qui se passent. Soit vous en parlez avec vos copains, et Valérie, elle va passer ses prochains mois, Thanksgiving et ainsi de suite, à raconter ça, et tout le monde va être heureux, tout le monde va voyager. Yannick, eh ben, c'est parti, il a une belle carrière de triathlète un peu plus sportive. Thibaut, allez, hop, on redonne au reste de la communauté, on continue à faire un triathlon familial autour. C'est ça le triathlon qu'on aime, un triathlon partage. Merci. Je ne voudrais pas rentrer dans la partie performance, c'est-à-dire les places, les temps de chacune et chacun. C'est pas l'idée. L'idée, là, aujourd'hui, justement, c'est le partage, c'est le plaisir, c'est s'adonner à sa passion. Il y a quand même une histoire qui me titille, c'est cette histoire du t-shirt noir, du t-shirt blanc, du pas de t-shirt, du cut-off, etc. Rapidement, alors je sais pas qui veut prendre la parole pour expliquer cette histoire de la couleur du t-shirt et puis nous raconter lequel vous avez ramené à la maison. Bon, Brice, toi, tu as ramené the t-shirt du staff du Norseman, évidemment, mais les autres, les participants. Bon, on va donner la parole à Valérie, alors, du coup. Ok, alors, moi, donc on me demande en général quelle est la médaille, et je me dis, il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de médaille pour le Norseman. C'est un t-shirt de finisher. Et c'est là où, du coup, j'essaie d'expliquer brièvement en général, mais je galère toujours un peu à expliquer qu'il y a deux parcours à la fin. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer aux personnes, c'est qu'en fait, au point 37, au 37e kilomètre, 37,5, en fait, il y a un checkpoint. Et là, on va regarder deux choses. On va regarder le classement ou un cut-off en termes de barrière horaire. Et le premier des deux qui est atteint, en fait, va décider de si la personne va finir en haut ou si la personne va devoir faire demi-tour et refaire le long chemin jusqu'au deuxième point d'arrivée. Et donc, si les personnes arrivent donc parmi les premiers, donc soit parmi le nombre de personnes ou soit avant la barrière horaire, c'est donc un finish qui se fait sur du trail, vraiment du pur trail avec des marches, etc., de la caillasse aussi, le mauvais temps et tout pendant 5 km pour finir donc en haut de la montagne. Et donc là, les personnes auront le droit d'avoir un t-shirt noir. Donc le finisher avec t-shirt noir. Et les personnes qui donc ne vont pas en haut de la montagne vont faire demi-tour et vont repartir au point qui était donc le 32e, qui devient donc le 42. Je suis encore bon dans ma note, ouais, je crois. Et donc là, on finit avec un t-shirt blanc. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais pas en lice pour le t-shirt noir. J'étais pas dans les temps ni dans les classements. Et du coup, donc j'ai fait le parcours t-shirt blanc. Voilà. Qui est en précision, Hermano, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux dire. Le t-shirt blanc dans toutes les courses X3 et aussi au Norseman, c'est un t-shirt qui a une valeur exceptionnelle parce que on est sur des personnes qui n'arrivent donc pas à atteindre ces 160 ou ces 14h45 de temps de course, mais c'est des personnes qui vont terminer l'épreuve à 22h, 23h, minuit, qui se sont levés à 2h du matin, qui ont plongé à 5h, qui ont fait des vélos en 8h avec beaucoup d'efforts parce que c'est compliqué, qui font des marathons durs. C'est une vraie détermination. Quand je dis ça, c'est impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de voir Valérie quand elle était en train de finir. C'était un vrai bonheur pour moi parce que c'est quelqu'un qui avait un sourire, mais à ce moment-là, il pleuvait, il faisait moche et ainsi de suite, mais j'avais un soleil devant moi tellement elle était radieuse. J'ai eu le plaisir d'aider d'autres athlètes pour retrouver leur support et autres. Les t-shirts blancs, c'est une vraie détermination. C'est la preuve que l'être humain face à une
grande série d'adversités va au bout et c'est des beaux finishes, vraiment des très beaux finishes. Très très beau finish. Et puis comme tu dis, pour moi ils sont arrivés au Désolée, bout. Ouais. Vas-y. Désolée, je t'interromps, mais oui, pour ajouter, je pense effectivement, le t-shirt noir, ça cherche au physique, le t-shirt blanc, ça cherche au mental. Super, Tout à fait très belle d'accord. conclusion. Et Thibaut, c'est vrai Yannick, que- Thibaut. Et c'est vrai que cette histoire de t-shirt, enfin, ils ont vraiment réussi, là, cette équipe d'organisation, à packager un truc qui. Euh, Moi, j'ai toujours dit pendant tout l'entraînement de la course, je disais à mes potes, aux gens qui suivaient un peu ça, je dis l'objectif numéro un, et notamment tous ces coach de pilates, kiné, enfin bref, je dis l'objectif numéro un, c'est d'être au départ, parce que moi, je suis monsieur blessure. J'ai fait toutes les blessures possibles du triathlète qui a peut-être pas une top hygiène de vie. Pourtant, j'ai vraiment essayé de faire gaffe. Mais entre le tendon d'Achille, les bursites à l'épaule, enfin, j'ai tout eu, les essuie-glaces, enfin bref. Bon, tant que Et t'as pas donc, la fracture du mental, ça va. voilà, mental, ça, mais bon, et encore. Mais voilà, objectif, être au départ. Donc à partir de un mois avant, j'étais c'est bon, ça sent bon, je vais être au départ, etc. Et après, deuxième objectif, être finisher. Et j'ai des potes qui me connaissent bien, ils me disent franchement, voilà, vise le finisher, sinon je sens que tu vas avoir. Et dans ma tête, en vrai, je voulais avoir le t-shirt noir. On se refait pas. J'avais ce côté compétiteur et au fond de moi, et par contre, au fond de moi, je pensais que j'étais pas capable, quoi. Et c'est vrai que cette course-là, c'est tous ceux qui veulent s'inscrire, faut pas hésiter parce que il y a vraiment, je pense qu'on met en place sans s'en rendre compte des choses pour justement décrocher ce t-shirt là. Sans s'en rendre compte, on fait beaucoup plus d'entraînement, même invisible, que pour un autre Ironman. Et pourtant, j'en ai fait avant. J'ai notamment fait comme Yannick, celui de Aix-en-Provence en 2022, la seule fois où il y a eu à longue distance. Et franchement, il était hard. Mais je sais pas si tu te rappelles, Yannick, mais franchement, sur le vélo, il faisait genre 40 sur le marathon dans Aix. C'était 6 boucles de 7 km. Il était atroce. Une chaleur, j'ai jamais vu ça. Mais voilà, j'avais mis moins de choses. Enfin, et pour le Nord, on met tellement de choses en place pour avoir ce fameux t-shirt. C'est pour ça que je reviens au t-shirt. C'est qu'ils ont réussi à créer un truc qui donne une espèce de motivation. Et moi, je me rappellerai tout le temps, quand on a passé le 37e kilomètre, on a monté la montagne. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on a galéré. Les 3 derniers kilomètres, c'était plus personne parlait. Il y avait le vent, la pluie. On voyait même pas le mont tout en haut. Et quand on arrivait en haut, c'est bizarre parce que je m'attendais à ce moment-là mais j'y ai pensé, j'y ai pensé. Et en fait, on arrivait en haut, bon, j'ai gueulé tout ça, mais on était tellement, non, là, on était en mode couverture de survie, tout ça. On a passé beaucoup de temps à attendre, redescendre. Ils avaient ouvert des espèces de téléphériques, enfin, de trucs souterrains, mais qui va à 2 à l'heure. Ça, c'est très très long. Avoir froid, vraiment, c'était un moment. C'est le seul moment où on se dit, ouais, là, ça commence à être pénible. On rentre, le temps de retrouver la voiture, enfin bref. Et là, on recroise les t-shirts blancs qui montaient encore. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore dans la phase descente. Ils montaient encore. Et là, j'ai eu la même réaction. Moi, je me rappelle, j'ai déjà fait d'autres Ironman ou des mecs qui le faisaient en 9 heures me disaient, ouais, j'ai du respect pour les mecs qui le font en 12 heures parce que voilà. Bah là, moi, je me suis dit la même chose. Je me dis, mais ils y sont encore, mais à monter là et à descendre. Il pleuvait, il faisait un temps. Et là, mes t-shirts blancs, t-shirts noirs, même combat, même truc. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à créer avec ça, cette course-là, un truc vraiment, vraiment top. Parce qu'en tant que tel, je dis un truc tant que je l'ai en tête, mais moi, ce qui m'a le plus rassuré dans cette course-là, c'est la veille. On est arrivé, ou l'avant-veille, et on avait le social swim, c'est-à-dire qu'on peut nager. Et il faisait un grand soleil, je me rappelle, on avait même pris un petit barbecue, ils organisent un truc super sympa, on avait croisé Valérie, enfin franchement, il y a vraiment une atmosphère sur cette course qui est folle. Et on a testé l'eau, et moi je me disais, mais c'est le Val-André, quoi, enfin c'est où j'habite, mais la mer, elle était à 15, mais nous, enfin 15, on connaît l'histoire, quoi. Alors là, l'été, elle est plus chaude, mais j'ai vraiment eu la sensation, moi je me suis dit, ok, donc la nage, ça va pas être un problème. Enfin franchement, à 15, pour moi, la mer, je pense que c'est un problème quand c'est en 13 ou en dessous, mais à partir de 15. Et donc, ça, déjà, je trouve que ça a enlevé du stress. Je pense que ça a enlevé du stress à pas mal de monde. Le côté eau froide, franchement, elle est froide, mais bon, voilà quoi. Enfin, Ouais, je suis un moi, peu écarté. ce que j'adore, c'est que tu parles du t-shirt noir et du t-shirt blanc. C'est un peu les couleurs du drapeau breton, non? Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, je le dis parce que
j'ai passé mon temps à dire 2 semaines avant, il faut que j'ai un drapeau breton, il faut que j'ai un drapeau breton. Mais je voulais pas, encore une fois, je suis superstitieux, donc si j'ai un drapeau, c'est que je pense que je vais aller au bout, donc je voulais pas en prendre. Et dans la montée les 5 derniers kilomètres, je dis à Amélie, putain, j'ai même pas pris de drapeau breton, je suis vraiment pas un bon et tout. Et à 500 mètres de la fin, elle me le sort, elle l'avait pris en fait, et elle me l'a sorti. Et voilà, c'était la petite anecdote, mais j'étais super content qu'elle ait pensé à ça parce que voilà. Je suis pas comme ça, je suis Excellent. pas le mec qui ramène son drapeau breton dans les concerts et tout. Je suis pas forcément quelqu'un d'hyper bretonnant, mais à ce moment-là, j'avais envie de l'avoir, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Juste avant de te redonner la parole, Yannick, c'est vrai que je voulais recadrer aussi. Enfin, tu disais, Brice, on passe du t-shirt noir au t-shirt blanc quand on est, soit quand on n'est pas dans les 160 premiers, soit quand on dépasse la barrière horaire des 14h45, alors qu'il reste encore 5 km à faire. Alors, c'est sûr que sur un Ironman classique, voire un Ironman flat, 14h45, ça peut paraître long, mais là, on n'est pas sur de l'Ironman classique. On est sur du triathlon de l'extrême. Et 14h45, finalement, il y en a encore beaucoup qui finissent derrière. Oui, oui, tout à fait. Si vous voulez avoir à peu près une idée des temps, pour être vraiment très clair, la majorité des épreuves au Norseman se sont gagnées dernièrement autour des 10 heures. C'est-à-dire que les meilleurs temps ont été vers les 9h30. On a eu une année en 2023 où c'était 9h09, mais à cette époque-là, vu que la montagne était fermée, on a eu un parcours course à pied qui était beaucoup plus simple parce que c'était le retour donc du 37e au 32 km, donc plat, pas trop difficile. C'est pour ça qu'il y avait un très bon temps, mais autour des 10 heures. Après, quand faire un très bon Norseman, c'est 11h30, 12 heures. Si vous terminez autour des 12 heures, vous faites un très très bon Norseman. La majorité des temps de finisher est entre 14 et 16 heures. Voilà, c'est ça la majorité des temps pour les personnes qui sont autour entre le 120e et 200e place, on va être sur ça. Et les derniers, c'est des personnes qui terminent en 20 heures, 21 heures. Parce que bah, sur la course à pied, c'est compliqué, ça avance pas, que c'est des grosses pauses. Et l'organisation du Norseman, le concept, il est le suivant, hein, tant que il est possible pour les athlètes qui sont en sécurité de pouvoir avancer, on ne ferme pas la ligne d'arrivée. Voilà. S'il commence à y avoir des conditions météo ou qu'il y a un danger pour la personne, forcément, ils vont arrêter, ils vont aller chercher la personne et après, on peut imaginer un classement en disant que la personne a terminé au 38e, mais ils ne ferment pas la ligne d'arrivée parce que on reste sur un esprit quand même famille. La majorité des pénalités qui sont distribuées dans la course, c'est pour des risques, c'est-à-dire que si vous conduisez mal, si vous mettez les concurrents en danger, là, on va mettre des pénalités. Les pénalités un peu plus classiques à la française, tu as oublié de mettre ton dossard sur l'avant, c'est pas le truc. Voilà, l'objectif, c'est de faire vivre les gens leurs rêves. Donc, tu vas leur dire, bon, merci de tourner ton dossard, fais attention à ça. Moi, à la sortie de T1, certains dossards n'étaient pas visibles derrière. Je soulevais le maillot pour que le dossard soit visible. Je leur ai pas mis une pénalité. Ils ne sont pas retrouvés 5 minutes sous la tente pour ça. Voilà, c'est un peu pour vous donner l'esprit. Il faut toujours respecter les règles, mais c'est toujours la manière de le faire qui est un peu différente. Yannick, pour boucler avec toi sur le t-shirt blanc, noir. Oui, je vais reprendre ce qu'a dit Valé, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens qui sont pas du triathlon et qui connaissent pas forcément le principe ce qu'il en est. Bon, à la fin, les gens ils disent on lâche rien, tu nous ramènes le t-shirt blanc, noir. Bon, ils veulent que voilà, donc ils retiennent ça. Et effectivement, moi je m'étais mis comme objectif de monter en haut du Gostat Open et de ramener ce t-shirt noir. Ça me semblait accessible. Heureusement, on a eu une météo sur toute la journée qui était clémente. J'ai eu les dernières 20 minutes où effectivement, là, on se dit, si ça avait été ce temps-là, donc pluie, vent, si ça avait été ce temps-là toute la journée, ça rend la course d'autant plus compliquée. Et là, on comprend mieux, voilà, qu'est-ce que aurait pu être la journée Norseman avec une météo norvégienne où on passe par les 4 saisons dans la même journée, quoi. Cette année, on a la chance que c'était pas le cas, donc on a pu en profiter à fond. Et moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à mes deux supports.
Nathalie et Pierre, il y a quelque chose que j'avais pas anticipé à l'arrivée au Gostat Open, c'est que autant moi, voilà, c'était mon finisher déjà de 2 Ironman. Là, j'étais content de finir, content d'arriver au bout, soulagé. En plus, j'avais un regain d'énergie sur la fin, donc j'étais vraiment bien. J'étais pas dans le dur. Par contre, mes supports, eux, ils l'ont vécu. Eux, ils avaient, je pense, des doutes sur la réussite du projet. Ils avaient une énorme responsabilité parce qu'ils sentaient bien que voilà, ils avaient une part importante dans la réussite. Et j'ai dû, voilà, Nathalie est partie en pleurs parce que elle a tout lâché à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment anticipé parce que pour moi, voilà, c'était le stress. Je me suis pas forcément aperçu que le stress, ils l'avaient emmagasiné aussi de leur côté, quoi. Et c'est en ça que ça a fait une épreuve très spéciale et que je pense que je vais retenter dans les années à venir, au moins le tirage au sort. C'est que ça, on le retrouve pas ailleurs. Et je me suis jamais senti seul sur cette épreuve, encore moins sur la course à pied, là où un Ironman classique est très compliqué à finir enfin voilà, quand on approche des 12 heures, 13 heures d'effort, en tout cas, c'est plutôt mon cas. On est tout seul. Tu parlais, Thibaut, de Aix. Effectivement, c'était interminable ces montées descentes dans Aix par 40 degrés. J'ai fini exténué à l'Ambraman, j'ai fini exténué à Aix aussi parce que mentalement, il n'y avait pas le même support. Et laisser la possibilité aux supports, aux accompagnants d'accompagner justement l'athlète jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est quelque chose qu'on voit plus du tout sur les autres épreuves. C'est même interdit, c'est-à-dire que si vous avez le malheur de prendre votre gosse et de franchir la ligne avec sur les épreuves Ironman ou autre chose, d'autres labels, vous êtes probablement disqualifié. Et c'est ça qui est formidable moi j'ai trouvé au Norseman, c'est que ça aide vraiment l'athlète à terminer et ça en fait un vrai moment de partage et ça redonne un petit peu ces lettres de noblesse au sport comme moi je l'entends, avec les valeurs qu'il y a derrière et pas que juste des prestations qu'on paye ou qu'on paye pas, quoi. Je laisse un peu de blanc, c'est volontaire, c'est pour que les gens ils puissent l'intégrer, notamment toutes celles et tous ceux qui s'alignent sur des courses où effectivement on y va pour se dépasser, mais on y va aussi et surtout pour payer et pas forcément avoir tout cet accompagnement, tout ce soutien ou passer la ligne avec les enfants ou la famille. Bon, je fais aussi partie de l'autre catégorie qui paye. J'y ai laissé quelques SMIG cette année dans toutes les, notamment avec la Nouvelle-Zélande qui arrive là, la Norvège. Donc, on se rend bien compte qu'on est quand même dans un sport à 2 vitesses et j'ai la chance de pouvoir le faire, mais il y a Norseman prend une part particulière vis-à-vis de ça et j'espère qu'ils le garderont en tout cas. Bon, peut-être pour conclure, parce que ça fait déjà presque une heure, un peu plus d'une heure que je vous tiens. Est-ce que tous les quatre vous re-signez? Bon, toi, Yannick, tu as déjà répondu. J'ai bien tous les quatre, parce que Brice, même si tu es Monsieur French Norseman, est-ce que tu t'interdis un jour, est-ce que tu t'autorises un jour à reprendre, à retenter ta chance et y retourner? Ah ben, moi, le concept, il est très simple, hein. Je vais y retourner pour être dans l'organisation, parce que accompagner les gens, c'est maintenant devenu la chose qui m'intéresse le plus. Ça reste compliqué, hein. Financièrement, c'est un vrai budget, hein. Yannick en a parlé. Tous autour de tous ceux que j'ai pu accompagner ont fait des sacrifices, que ça soit professionnel, familial et autres. Par contre, ces sacrifices sont très payants, hein, parce qu'ils ont quelque chose, en 2024, ils ont fait quelque chose qui va les marquer le reste de leur vie. Donc, de toute façon, ça, c'est exceptionnel. Et moi, mon principe, c'est je ne referai le Norseman que si je suis tiré au sort. Donc, je joue à la loterie, simplement. J'ai aussi des points X3 qui existent et autres. Les Norseman, je suis un peu un traditionnaliste. Donc, si c'est pas par la loterie, ben, je ne le referai pas. Il y a d'autres manières de faire du sport, mais le Norseman, voilà, je laisse la chance à tout le monde. On parlait d'épreuves où vous êtes accompagné et autres, j'en fais quand même la promotion. Les courses X3, donc le championnat du monde X3 avec des courses comme le Swedenman, comme Icon, on a plusieurs membres de la promo 2023
3 membres qui vont faire Icône, qui se passe en Italie là, le week-end prochain, le 8. Ce sont des belles courses. Il y a le Swissman, le Celtman, qui sont des courses avec un accompagnant qui vous aide, donc cet esprit et autres. J'en ai fait une, Suedman, donc je peux vraiment le dire que c'est très sympa. Après, bon voilà, j'ai ma préférence. Le Norseman reste le Hawaï de ce genre de course, donc c'est là où j'ai envie d'aller et je suis prêt à accompagner toutes les personnes dans cette aventure-là. Super, merci beaucoup. Valérie, tu re-signes un jour ou pas? Alors moi, jusqu'à ce matin, je disais non. Mais là, après vous avoir parlé, je dis ouais. Bon, on a au moins réussi quelque chose. Nickel. Thibaut, tu re-signes, toi? Ouais, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que, à mon avis, je remettrai même dès cette année parce que le tirage au sort, c'est tellement dur de l'avoir que voilà, on verra si je peux le réavoir, mais ouais, j'aimerais bien aussi un jour faire Kona, c'est mon rêve aussi quand même. Voilà, ça reste, je pense que là, pour le coup, je pense que vraiment, je suis un peu juste en niveau, mais voilà, j'aimerais bien une année consacrer une année, un jour, une année d'entraînement pour réussir à être au top sur une course bien choisie, pour réussir à aller là-bas, même si voilà, c'est un peu l'anti-Norseman, mais quand même. Et même si je pense que le Norseman est magnifique, c'est-à-dire que, à mon avis, au niveau paysage, c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, c'est que je pense qu'il n'y a pas mieux. Euh, Nager dans le fjord, sauter du ferry. Moi, j'ai pas arrêté de me dire pendant la nage, mais enfin voilà, je suis plutôt un bon nageur, donc j'avais entre guillemets le temps de pouvoir me dire que on était là, que c'était exceptionnel. Le vélo est incroyable. Le vélo, les paysages sur le vélo, je me suis jamais autant dit qu'est-ce que c'est beau. Et pourtant, encore une fois, j'avais fait Nice, j'ai fait Aix, et à chaque fois les paysages de la France magnifiques. Mais là, c'est grandiose, quoi. C'est grandiose tout le temps. Enfin, voilà. Et puis à la fin, j'en parle même pas. Non, franchement, et rien que pour ça, ouais. Et j'aimerais bien le refaire. C'est avec mon frère qui fait du triathlon, mais qui est plus du sud, lui, et le froid, ça lui fait peur. Mais je désespère pas qu'un jour il veuille y aller. Mais ouais, carrément, à fond, à fond. Bon, merci beaucoup. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, qu'on vous a aussi donné envie d'y aller. Et puis, vous le savez maintenant, hein, si vous y allez, si vous nous écoutez, c'est que vous comprenez le français. Donc, de toute façon, il n'y a qu'une seule adresse, Brice Maillard, qui pourra vous aider, vous accompagner, et puis vous mijoter tout ça aux petits oignons pour vous et pour vos accompagnateurs. Qui veut conclure? Qui propose un mot de la fin? Je vais conclure par un point, un petit coucou. C'est maintenant qu'on peut en parler, Armanoï. On a fait c'est le 3e épisode cette année sur le Norseman, grâce à toi. Merci beaucoup à Devenir Triathlète et Open X3. Le 4e, parce que Philippe, ah oui, il y avait Philippe, aurait dû aussi le faire. Bon, vrai. il a eu des soucis de santé, il n'a pas pu prendre le départ, mais donc c'est le 4e où on parle du Norseman. Bon, merci beaucoup à Devenir Triathlète Open X3. Je voulais juste revenir sur un point important, parce qu'on a dit qu'on parlait pas de classement, mais on va quand même en parler parce qu'on a eu Alexis. On parlait des pronostics dans les épisodes précédents et autres. Donc, il faut le savoir, la France brille parce qu'on a des athlètes qui viennent, qui sont sympas, qui ont une bonne ambiance et autres. Mais la France aussi brille sur les performances parce que cette année, on a eu le 3e du Norseman, donc Aurélien Lelay, un breton, qui est arrivé 3e. Il faisait partie de mes 2 favoris lors de la course. Et Alexis, qui fait une exceptionnelle course, qui termine 7e. C'est vraiment un super résultat, en sachant que Alexis a juste fait jeu égal pendant toute la journée avec Laura Zieberman, une Allemande qui est professionnelle, qui est une triathlète vraiment exceptionnelle, vraiment top niveau mondial. Et il a été dans sa roue à courir avec elle quasiment tout le temps. Et à la fin, il la passe sur la ligne d'arrivée avec quelques minutes. Donc vraiment exceptionnelle performance des Français. Donc c'est pour ça, si vous êtes des triathlètes ordinaires, venez au Norseman. Vous allez avoir une histoire de vie fantastique. Et si vous êtes des triathlètes déjà extraordinaires, performants et autres, sachez que le Norseman vous attend aussi et que j'ai très hâte d'accompagner le premier potentiel vainqueur français du Norseman. Ça serait un vrai honneur. Je te corrige quand même. En fait, si vous êtes des triathlètes, vous êtes déjà exceptionnel.
Merci à toutes et à tous. Merci Valérie Richard, merci Thibaut Carfantan, merci Yannick Quentin et merci Brice Maillard. Et puis merci Alexis Sicard aussi qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui malheureusement, mais on l'embrasse. Et puis toutes les autres Françaises et tous les autres Français qui étaient au Norseman. Et puis j'espère que ça vous a toutes et tous donné envie de rejoindre l'aventure Norseman pour les francophones, les Français et pas que, les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois, tous ces pays qui parlent français, les Canadiens, etc. Surtout que les Canadiens, eux, ils sont déjà un peu plus habitués au froid. Bref, on se donne rendez-vous, chers amis, dans un prochain épisode. Et puis, bonne continuation à vous et peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans au Norseman. On t'attend, Hermano. On t'attend. Moi, c'est pas gagné. Hein. Moi, je ne roule plus. Mais écoute, peut-être que je me joindrai à toi, un de ces 4, pour accompagner. C'est aussi un truc. Damn.